Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, 38 ans de règne de Paul Biya, un militant du RDPC résume en échec le bilan du successeur constitutionnel d'Amadou Ahidjo. Saint-Éloi Bidoum a fait le parcours du renouveau de 1982 à 2020. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. Célébration des 38 ans de Paul Biya à la magistrature suprême. Un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais fait une critique sans complaisance du bilan de l'homme du 6 novembre 82. Selon Saint-Éloi Bidoum, le règne de Paul Biya de 1982 à 2020 est un échec sur toute la ligne. On voit tout cela dans ce reportage de Joël Essengue et Aïk Cyril. Ça ressemble à une critique qui vient de l'intérieur. Dans son analyse des 38 ans de règne de Paul Biya, Saint-Éloi Bidoum, cadre du RDPC, jusqu'à sa suspension à l'issue du dernier conseil de discipline du parti, parle de 38 ans de faillite. Dans une tribune parue dans la presse, le militant suspendu du RDPC souligne par exemple que les concepts de rigueur et moralisation qui ont accompagné l'accession de Paul Biya au pouvoir se sont transformés en 38 ans en vigueur et normalisation de la gabégie. Une analyse que soutient des acteurs de la société civile. Lorsque nous regardons la gouvernance au Cameroun, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est vraiment irrigué par la rigueur? Ça, il est difficile de le dire parce que ce sont les détournements à grande échelle. Je crois que lui-même, il a mis tout un gouvernement en prison. Est-ce que lui-même est assez rigoureux dans ce qu'il fait, dans sa façon de gouverner? J'ai la peine à le croire parce que s'il y avait assez de rigueur, il y a un certain nombre de cacophonies qu'on n'aurait pas vécues. Paul Biya laissait entendre qu'il souhaite qu'on retienne de lui l'homme qui a démocratisé la vie politique au Cameroun. Saint-Éloi Bidoum estime qu'il s'agit de belles intentions galvaudées par des barons du RDPC qui, citation, ordonnent de brûler les pancartes d'un parti d'opposition qui a pourtant les droits de se déployer. Sous le coup d'une suspension, Saint-Éloi Bidoum cite également les cas de sous-préfets qui bourrent les unes au profit du RDPC. Bref, sous l'ère Biya, la démocratie au Cameroun est plutôt à construire. Il y a eu beaucoup de maquillage, beaucoup de mesures cosmétiques, mais beaucoup de choses pour plaire ou pour faire croire qu'on est en train d'aller dans le sens effectivement du pluralisme et de l'ouverture. Le code électoral qui était celui-là qui était censé créer un cadre approprié pour une dévolution transparente du pouvoir, c'est un document qui, une fois de plus, a été taillé sur mesure. Sur le plan de la sécurité, le Cameroun n'est plus ce havre de paix longtemps vanté. Savamment orchestré par les stratèges du chaos tapis au sein du régime, selon Saint-Éloi Bidoum, la crise anglophone donne l'occasion à Paul Biya de démontrer qu'il est un mendiant de la paix. Mais il ne la saisit pas, pense la société civile. Le Cameroun fait face à beaucoup de défis et malheureusement, encore une fois de plus, on ne voit pas le monsieur du 6 novembre. On ne le voit pas beaucoup. Et ça nous désole parce qu'on aurait pu ne pas le voir partout, mais le voir à Kumba la semaine passée. Parce que quand même, un événement majeur a touché la société camerounaise, a choqué l'humanité. Et donc, une fois de plus, on sera attendu à le voir, à prendre le bâton de commandement. Au final, de 82 à 2020, c'est 38 ans d'amertume pour une génération de Camerounais qui n'a connu qu'un seul homme. On célèbre quelqu'un qui a fait 38 ans au pouvoir. Vous comprenez qu'une personne comme moi, j'ai des problèmes parce que 38 ans, c'est 38 ans, c'est mon âge. Ça fait qu'on se demande bien, est-ce qu'on n'aurait pas pu célébrer autre chose? Est-ce qu'on n'aurait pas pu célébrer l'alternance au pouvoir? Est-ce qu'on n'aurait pas pu célébrer une autre personne? Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir autre chose que ce qu'on a aujourd'hui? Parce qu'on a quand même toute une génération de Camerounais qui n'ont pas vécu autre chose que sous la direction du président Paul Biya. Que sont devenus les concepts de rigueur et moralisation, paix, démocratie, prospérité et autres qui ont animé les premières heures du règne de Paul Biya? La question se pose après 38 ans de pouvoir.
Et le bilan des 38 ans du chef de l'État Paul Biya est diversement apprécié par les Camerounais. Si certains pensent ou estiment que le chef de l'État Paul Biya a œuvré pour le développement du pays, d'autres par contre affirment qu'il a contribué à sa faillite. Je vous propose de les écouter au micro de Cédric Nding. Pour le règne de notre chef d'État de 38 ans, moi je trouve ça bien pour moi. Parce que je suis chrétien, je dois respecter le chef, le roi. C'est lui qui est contre le roi et contre Dieu. Si les gens disent qu'il n'a pas bien géré, ça c'est parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. En vérité, c'est un monsieur qui a amené la paix dans notre pays. Ma part, le 38 ans là, bon, il est bien vrai que c'est le pays de Cameroun, c'est un pays de paix. Mais vraiment, la paix sans travail. 38 ans de pouvoir du renouveau, pour moi, c'est un bilan négatif sur tous les sens du terme. C'est visible, la société, ça se voit. Tous les jours, on côtoie la misère en bordure de route. 38 ans, c'est zéro. Et de 82 à 2020, ça part vraiment à 38 ans de pouvoir. C'est vraiment négatif. Parce que 38 ans de règne, ça fait 38 ans de galère et de misère pour tous les Camerounais. Dans le domaine sportif même, rien. Tout est négatif. Il n'y a pas de routes, il n'y a même pas d'eau. Il n'y a même pas d'électricité. Partout, c'est le délestage. Moi, j'adore mon président. J'aime mon président qui continue avec sa tranquillité, la paix. Ce n'est pas lui qui veut, c'est les alentours de mon président qui gagne le pays. Lui-même, il est bien. Si lui-même il descendait sur le terrain, hein, c'est que le pays n'est pas comme c'est là maintenant. Parce qu'il fait confiance aux gens et les gens lui trompent. Passation de pouvoir entre le premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, et son successeur constitutionnel, Paul Biya. Un témoin de l'histoire raconte les circonstances de l'arrivée au pouvoir de l'actuel chef d'État. Selon François de Borgia-Marie EVB, de passage à l'émission La Vérité en face, est revenu sur le film de cet événement inattendu qui a secoué le Cameroun. Je vous propose de l'écouter. Pourquoi a-t-il fallu que le président nomme un premier ministre, président, son successeur, qui lui dévolue le pouvoir? Comment? Pourquoi? Et c'est là où je vais vous dire des choses qu'on ne veut pas que les Camerounais connaissent. L'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Mitterrand était le président du collectif des avocats qui devait défendre Ndogmo. Les Wandiers, le président Ahidjo avait refusé que François Mitterrand mette ses pieds ici. Quand Mitterrand est élu président de la République française, Ahidjo est menacé dans son pays. Parce qu'il avait humilié François Mitterrand au Cameroun. Il est venu, on l'a assigné à résidence à l'aéroport, jusqu'au prochain avion. Mitterrand n'avait jamais oublié ça. Quand Mitterrand est élu, en 81, Ahidjo fait le tour des puissances amies. Et en France, des grands responsables amis. Et on se rend compte que l'intermédiation de ces gens n'a pas de prise sur le président Mitterrand. Échec et mat. Ahidjo revient donc et décide de jouer avec l'histoire. Mais pour ce que nous en savons, le président Ahidjo voulait se sentir à l'aise avec des gens qui ne se poseraient pas des questions sur leur action au sein du gouvernement et auprès d'Ahidjo. Parce que la bagarre qu'Ahidjo allait lancer contre Mitterrand avait besoin de gens qui pensent et des gens qui exécutent. Et le président Biya devait être là pour exécuter ce qui viendrait d'Ahidjo. Biya, président, nouveau président, Mitterrand vient ici. Il va à l'Assemblée nationale, il fait un discours. Et une seule phrase a scellé l'histoire du Cameroun. Monsieur le Président, la France est à l'aise avec vous. Déclaration de François Mitterrand. À l'Assemblée nationale. Et il s'adresse à Paul Biya. C'est fini. C'est fini. C'est terminé. Le président Biya n'avait aucun intérêt à se fâcher contre son père adoptif. Il n'a eu d'intérêt que lorsque la France s'est venue le porter à bout de bras. Ça, c'est la vérité. Le président Biya n'aurait jamais fait ça si la France ne l'avait pas porté à bout de bras à travers François Mitterrand. Mitterrand ne voulait plus de M. Ahidjo à la tête du Cameroun. The former president and
Paul Biya, which led to the coup d'État or the attempted coup d'État? Non. Il y a eu le problème des prééminences. Qui doit venir avant l'autre au Cameroun? Ahidjo lui pensait que c'était lui. Il restait président du parti. Or, c'est le parti qui dirigeait le pays à travers ses structures gouvernementales. Ahidjo a voulu continuer à être celui qui inspire et celui qui décide. Une autre actrice de la société civile qui a vécu cette époque de la transition du pouvoir de Amadou Ahidjo à Paul Biya, c'est Maître Alice Combes. Elle parle de l'espoir qu'avait suscité Paul Biya à l'arrivée au pouvoir le 6 novembre 1982. Elle était également invitée de l'émission La Vérité en face. Je vous propose de l'écouter. Et je vous le disais, une autre actrice de la société civile qui, elle aussi, a vécu cette époque de la transition du pouvoir de Amadou Ahidjo à Paul Biya, c'est bel et bien Maître Alice Combes. Elle parle de l'espoir qu'avait suscité Paul Biya à l'arrivée au pouvoir le 6 novembre 1982. Elle était également l'invitée de l'émission La Vérité en face. Je vous propose de l'écouter. Moi, c'était une immense joie, d'autant plus que j'avais eu une proximité avec le Premier ministre qu'il avait été, qui était un Premier ministre très accessible, très affable, extrêmement gentil, et j'avais eu l'occasion et l'honneur d'être reçue par ce fringant Premier ministre que toutes les femmes regardaient avec beaucoup de tendresse. Et ce Premier ministre qui s'illustrait par sa discrétion et une apparente fidélité aux institutions pour lesquelles il travaillait. Alors vous comprenez que lorsque son prédécesseur, le président Amadou Ahidjo, nous dit qu'il se retire, mais à exécution, ce qu'il avait toujours dit d'ailleurs le président Ahidjo, je ne m'éterniserai pas au pouvoir. J'entends encore ces paroles à l'occasion des conventions ou des congrès de l'UNC. Tout le monde prenait cela pour de la blague, on disait, bon, les politiciens, on vous connaît. Puis un beau jour, il a justement, pour éviter d'être de nouveau retenu et de mentir de nouveau, malgré lui, il a un jour décidé, contre toute attente, y compris au niveau de sa famille, Madame Ahidjo qui me le confirmera, décidé de s'arrêter et de nous annoncer que c'est notre Premier ministre, successeur constitutionnel, à qui il allait passer le bâton le 6 novembre. Je pense que justement les actes que le président a posés dès le départ ont bien montré qu'il n'allait pas continuer sur les valeurs fondamentales que nous avions acquises entre-temps. De la politique en religion, les évêques du Cameroun condamnent l'enlèvement du cardinal Christian Toumi, même si l'éminent prélat a été relâché moins de 24 heures après son kidnapping. La conférence épiscopale s'indigne devant un acte qu'elle qualifie d'ignoble perpétré contre l'une des plus grandes valeurs du Cameroun. On voit tout cela dans ce reportage que signe Rodrigue Ngassi, Marcelin Ganso. Sur les hauteurs d'un volier, la nouvelle de la libération du cardinal Christian Toumi est parvenue telle une manne tombée du ciel. Tous les évêques sont unanimes pour dire leur choc et leur désapprobation totale. En ce sens que le cardinal est pour notre pays une icône d'une exceptionnelle valeur. Et le simple fait même qu'on enlève est déjà en soi, pour nous, une profanation du sacré qu'il représente. La conférence épiscopale se réjouit de cet aboutissement heureux, non sans condamner avec la plus grande fermeté ce qu'elle considère comme un affront et une grave atteinte à l'un des symboles les plus respectés. Même s'il est libéré, penser le faire, envisager de le faire et le faire concrètement montre que nous sommes vraiment tombés dans la démesure. Nous n'avons plus de repères que nous respectons, pas des figures qui représentent le Cameroun et qui devaient inspirer, n'est-ce pas, le respect pour ce qu'elles sont, mais surtout
pour ce qu'elles font et pour ce qu'elles représentent, n'est-ce pas, pour notre pays. Beaucoup d'indignation, ce sentiment qui m'anime de manière permanente ces derniers temps, non seulement avec les kidnappings, mais aussi avec les tueries horribles, comme ce que nous avons vécu, n'est-ce pas, avec les élèves de Kumba, et qui se généralise aujourd'hui avec ces enlèvements violents. J'ai été vraiment très indigné. C'est quand même beaucoup, c'est osé, n'est-ce pas, d'aller jusque-là par rapport à sa représentation sociale et spirituelle. Un soulagement de voir le cardinal libre de ses mouvements, mais des questionnements et un mur d'interrogation sur la tournure que prend la crise anglophone et son cortège de malheurs, sous fond de perte de nos valeurs. Notre culture chrétienne traditionnelle africaine doit se repenser parce que ce n'est pas normal que des jeunes enfants puissent humilier un si bel âge, une si haute dignité que tout le monde entier respecte. Donc je suis vraiment préoccupé de savoir qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi nous sommes à ce point-là qui dépasse l'intelligence d'une personne normale. On n'a plus, n'est-ce pas, de considération envers, n'est-ce pas, l'autorité. On ne respecte plus rien qui vous rappelle, n'est-ce pas, des références. On est dans une forêt, n'est-ce pas, de l'enfer. On est vraiment en enfer. Parvenu à ce stade, je crois qu'on a atteint le dernier nez du Rubicon. Même l'animal, n'est-ce pas, n'irait pas jusque-là. Les évêques du Cameroun sont d'avis que cette crise a déjà trop duré et qu'il est temps d'y mettre un terme. Mais quel que soit le bout par lequel l'on prend la chose, rien ne peut justifier les exactions qui sont perpétrées dans nos noseaux, quels qu'en soient les auteurs. On a des gens qui sont assoiffés du mal, des gens qui se satisfont, n'est-ce pas, sur le mal. Même Satan, à un moment, on se demande s'il peut entièrement se reconnaître en eux. L'heure est venue de nous ressaisir et de reprendre conscience de nos valeurs fondamentales. Sinon, nous allons dans le chaos et à la dérive, et personne ne peut souhaiter cela pour notre pays, qui a une si belle histoire humaine et africaine. Les évêques du Cameroun étaient réunis dans le cadre de leur 45e assemblée plénière, après le rendez-vous manqué de fin avril, dû au coronavirus. Occasion pour eux de rendre vibrant hommage à Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, dont le protocole de soins a contribué efficacement à la lutte contre cette pandémie. Et le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun a confirmé la décision prise par l'Église catholique d'interdire l'administration du vaccin contre le cancer du col de l'utérus dans ses structures. Monseigneur Abraham Comé estime que des investigations approfondies doivent être effectuées avant toute chose. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Marcelin Ganson. Alors la question des vaccins, nous avons des doutes et nous partons d'un principe logique. En cas de doute, il faut s'abstenir. Nous pensons que des études doivent être plus approfondies. Le comité d'éthique doit se prononcer. Et ça, c'est pour rassurer, n'est-ce pas, les populations qui se réfèrent à nous. Il faut que ce soit bien clair. Nous ne sommes pas là d'abord contre la vaccination. La vaccination est une très bonne chose en général. Mais pour ce vaccin-là, nous avons accueilli, venant de la base, et de façon très récurrente, n'est-ce pas, des angoisses, des crispations, des récriminations, n'est-ce pas, de nos populations. Et je pense que nous sommes tout à fait dans notre rôle de dire qu'il y a des doutes qui méritent, n'est-ce pas, d'être dissipés avant leur inoculation. Autre actualité dans ce journal, la construction d'un péage automatique divise les populations et les autorités administratives dans le département de la Menoie. Le terrain requis est utilisé par de nombreuses familles qui n'entendent pas tout céder. On voit tout cela dans ce reportage de Raphaël Tieko et Gladys Sidier. Groupement Balevin, arrondissement de Kongni, département de la Menoie. Les habitants expriment leur désarroi. Depuis l'annonce de la destruction de leurs maisons et autres plantations, en vue de la construction d'un péage automatique, tous sont désemparés. Pour la plupart, il s'agit des terres qui les ont vus naître, grandir et vieillir.
Propriétaires des espaces légués par leurs parents, ils n'envisagent pas leur vie ailleurs. Même le terrain vide là, ce sont les terrains des enfants que les parents ont donné avant de... Beaucoup sont même déjà morts. Ils sont enterrés là. Les tombes sont partout. Et ici, ce n'est pas que les gens ont payé le terrain ici. Ils sont nés là. Ils sont nés ici. Le péage vient prendre tout. On se pose la question, nous allons aller où? Est-ce qu'on va aller nous installer ailleurs? Parce que quand nous regardons même par le vent et Bafou, nous ne trouvons pas l'endroit où on pourra aller nous installer. Et pour moi, s'ils veulent détruire, qu'ils viennent me détruire personnellement avant de détruire la maison. Oui. Qu'ils me détruisent d'abord avant de détruire la maison. Puisqu'on ne peut pas prendre ma retraite. J'arrange ma maison et si je vais vivre là-bas, on vient dire qu'on va détruire. Qu'ils commencent par moi. Qu'ils me détruisent d'abord avant de détruire ma maison. Dépité, ces populations proposent un nouvel emplacement pour la construction du péage automatique, une ultime tentative pour sauver leurs terres. Demander mon avis pour le péage, je demandais que le péage ne doit même plus venir ici, puisque avant c'était ici. Nous avions pleuré parce que pour aller au marché, tu prends un port, tu dis que pour aller au marché vendre, tu payes d'abord 500 pour traverser. Tu arrives là-bas, tu vends, tu reviens, tu payes encore 500. Le poisson que tu as vendu à 3000, tu as déjà perdu 1000 francs. On a pleuré sur ce qu'on a déplacé. Qu'est-ce qui se passe qu'on veut encore venir ici avec ça? Alors que c'était très simple que le péage reste là où il est. Ou bien à Sanchou. On pouvait envoyer le péage à Sanchou. Population et autorités administratives ont eu plusieurs réunions de concertation, à l'issue desquelles le lieu de construction du péage automatique n'a pas été changé. Les populations s'interrogent désormais sur les dispositions prises pour leur recasement. Mettre fin au grand banditisme, intensifier l'électrification et viabiliser les espaces marchands, entre autres, sont les défis qui attendent les maires des communes de Banka, Bangou, Baham et Bamendjou à l'ouest Cameroun, des prescriptions qui leur ont été faites par le préfet du département des Ouakam, Leclerc Saken. Les élus locaux dans les communes de Banka dans le Ouakam, Bangou, Baham, Bamendjou dans les hauts plateaux, région de l'ouest du Cameroun, ont été officiellement installés dans leur sanction. Le préfet du Ouakam, dans cet exercice, a prescrit à l'exécutif de Banka un travail de synergie, l'exploration des voies en vue de l'amélioration conséquente des conditions de vie des populations. Nous avons demandé à ce que ce nouveau exécutif communal, qui est jeune, qui est constitué de maires jeunes, maires et adjoints jeunes, dynamiques et qui ont déjà des activités de production en tant qu'opérateurs économiques, qui se mettent résolument à la disposition des populations dans le cadre de l'activité de production au niveau de la commune, la création d'emplois, la création des projets générateurs des revenus, l'accroissement des ressources propres de la commune. Le maire Joseph Senguessier s'est dit davantage préoccupé à honorer les engagements pris envers les populations lors des dernières consultations électorales. Le préfet du département de Ouakam vient de nous installer officiellement. Il nous a rappelé toutes les directives qui sont confiées à l'exécutif municipal de la commune et également aux conseillers municipaux. Nous pensons que la tâche est ardue, mais nous serons normés sur nos lauriers. Nous nous serons ménager aucun effort pour y parvenir et également que nos populations qui ont cru en nous, qui ont cru au changement, à la fin de notre mandat, ils se retrouvent réjouis du fait qu'ils avaient opté le choix pour la jeunesse. Nous sommes la première commune dans le département, dans le Cameroun, dans la République, à avoir un conseil municipal dont la moyenne est de 32 ans. Certains conseillers de cette commune ont brillé par leur absence. Ils estiment que le maire fait cavalier avec certains conseillers. Ils se disent prêts à enterrer la hache de guerre si le maire se ravise. Chacun prenne ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour le maire de savoir qu'au-dessus de l'exécutif communal, il y a les conseillers municipaux. Et c'est sous leur contrôle qu'il doit travailler. Dans les communes de Baham, Bamendjou, les maires ont pris l'engagement d'amplifier l'électrification, de viabiliser les espaces marchands, de moderniser le service de l'état civil, d'instaurer un cadre de concertation et de dialogue avec les populations. Réhabiliter les infrastructures routières pour permettre que ces produits agricoles soient évacués vers les grands axes, vers les grands marchés. Nous allons continuer notre politique d'accompagnement des structures sanitaires de la commune
notamment par la construction des centres de santé qui se retrouvent encore dans des maisons d'emprunt. Nous devons contribuer ensemble pour le développement de Baham. Nous devons aider ensemble. C'est ça qui est l'esprit que nous avons inculqué à toute la population, à tous les élites, au gouvernement pour pouvoir aider la population de Baham à atteindre un certain niveau de vie. Notre vision, c'est d'abord de faire vivre Bangou en mettant en place d'abord une structure importante qui est le logement social pour permettre aux enseignants qui sont tous à Bafang et à Bafoussam de résider. Et en même temps, nous allons améliorer le marché de Bangou. Nous allons, comme le préfet l'a dit, nous allons nous approcher aux élites qui exercent dans les grandes villes, pour qu'ils viennent nous mettre des petites structures, ça veut dire les mini-structures ici. On a un chantier vraiment vaste. Le maçon sera jugé au pied du mur. Comment mettre fin à l'exploitation illégale du bois camerounais? La question était au centre d'une rencontre d'experts à Yaoundé. La FAO a bénéficié l'appui de plusieurs bailleurs pour mettre en œuvre un programme qui vise à l'application des réglementations forestières au Cameroun. Rodrigue Ngassi, Marcelin Gonçon. Le défi suprême aujourd'hui est celui de la traçabilité du bois camerounais afin de le sortir du circuit de l'illégalité. Le bois illégal, c'est un bois où on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va. Des gens qui n'ont pas d'autorisation, qui n'ont pas de titre forestier, qui n'ont pas de titre de transformation et qui, entre guillemets, comme ils disent, se débrouillent. La consommation locale peut être environ 4000 mètres cubes de bois par an. Et si sur les 4000 mètres cubes de bois par an, on arrive aujourd'hui à fournir 1000 mètres cubes de bois légal, ça voudrait dire qu'au fur et à mesure qu'on va approvisionner le MIB, on pourra réduire au fur et à mesure ce problème. Voilà qui a donné du grain à moudre au projet de renforcement de l'implication des PME, PMI et opérateurs artisanaux dans la mise en œuvre de l'APV FLEC au Cameroun. Qui dit gestion durable des forêts parle d'une exploitation rationnelle de la ressource bois. Donc c'est dans ce cadre que la FAO a bénéficié de l'appui de plusieurs bailleurs pour mettre en œuvre le programme UE-FAO FLEC qui vise à la mise en œuvre de l'application des réglementations forestières au Cameroun et surtout l'amélioration du secteur de la gouvernance forestière. À l'heure du bilan, il y a lieu de se réjouir des résultats obtenus. Ce d'autant que les PME, PMI et opérateurs artisanaux sont désormais mieux représentés au sein de l'interprofession. Parce que jusqu'ici, au niveau de la représentativité, on n'avait que les grandes entreprises, c'est-à-dire concrètement le GFBC, qui représente 75% des exportations, mais tout le reste, tout ce qui concerne le marché domestique, était négligé. Alors qu'en fait, ça représente des milliers de personnes, des milliers d'emplois et des milliers, des centaines de milliers de mètres cubes de bois. Il fallait absolument structurer toutes ces personnes. Donc maintenant, il y a 4 collèges qui existent et qui ont élu des représentants. Il y a 26 représentants. 75% de bois transformés au Cameroun sont exportés. Pourtant, le marché local a besoin de bois débité pour divers usages. Ça voudrait dire que demain, sur tous nos marchés, si on continue le projet, on pourra à tout moment acheter du bois légal. Donc ça veut dire du bois qui aura payé toutes les taxes. Donc ce sera un bien pour le Cameroun, un bien pour l'opérateur, donc un bien pour nous tous. L'amélioration de la gouvernance forestière reste un défi majeur au Cameroun. L'Union européenne et divers partenaires en sont préoccupés au plus haut niveau. Avec un bois légal et traçable, l'économie camerounaise se porterait mieux. Les acteurs de la filière aussi. À l'étranger, élection présidentielle aux États-Unis, le peuple américain retient son souffle à l'attente définitive des résultats de ce scrutin. Les derniers dépouillements dans les États de Pennsylvanie et Georgie donnent Joe Biden, le candidat démocrate, en tête devant le républicain Donald Trump, candidat sortant de cette élection. Et si tout se passe comme l'expert le camp démocrate, Joe Biden sera le 46e président des États-Unis. Et un public reportage dans ce journal, le pari mutuel urbain camerounais, encore au cœur d'une belle histoire. Un parieur y a décroché la somme de 70 millions vendredi dernier. Reportage. 13, As, 2, 3, 7. Pour beaucoup, une association de chiffres sans importance, mais pour le gagnant du banco du vendredi 30 octobre, il s'agit là de la clé du coffre qui contenait les 70 millions de francs CFA en jeu.
Par ces temps moroses, marqués par la pandémie du coronavirus et son influence sur l'économie en général, le Pari mutuel urbain camerounais n'a pas changé d'objectif, bien au contraire. Plus que jamais, accompagner les populations camerounaises dans la réalisation de leurs rêves les plus fous est une priorité. C'est dans cet élan que la présidente du conseil d'administration, Madame Tatiana Eldin Mabouka, s'est donné à cœur joie de recevoir personnellement le réélu pour le féliciter et lui remettre son dû. Pour le septuagénaire, rien ne sera fait au hasard. Ce sera l'occasion de mener à bien le projet de toute une vie. Je me donne encore un peu de force. Je vais montrer à mes enfants comment clocher le laboureur de ses enfants. La terre, c'est la terre qui nous donne tout. Du côté de Bonapriso armée de l'air, c'est la fête. Une caravane spéciale a été déployée sur le terrain, accueillie par les habitants du quartier, bien décidés à célébrer leur messie comme il se doit. Dans le kiosque où il a misé 400 francs CFA seulement, c'est sûr, son passage restera gravé à jamais. Après le recordman de l'histoire des gains bancaux qui décrochait 280 millions de francs CFA en septembre 2016, le détenteur des 110 millions de francs CFA en novembre 2014 et celui de 120 millions en 2017, voilà une nouvelle vedette qui s'inscrit dans le livre d'or des multimillionnaires bancaux. À qui le tour? Le casting, c'est tous les vendredis. Il suffit de trouver les 5 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre avec une mise simple de 400 francs CFA et vous aussi, vous allez gagner gros. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain autour et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, après une nuit en captivité, Christian Cardinal Toumi est désormais libre. Réunis dans le cadre de leur 45e assemblée plénière tenue à Yaoundé, les évêques du Cameroun condamnent l'enlèvement du cardinal Christian Toumi dans la localité de Babessi, c'est dans le département du Ngok et Tundia, dans le nord-ouest Cameroun. La conférence épiscopale nationale du Cameroun qualifie cet acte d'ignoble perpétré contre l'une des plus grandes valeurs du Cameroun. Serge Aloto. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe-Bissaye. Très bonne soirée à vous, Serge. Bon week-end à vous, Julien Berthe-Bissaye. Très bon week-end à vous. Rendez-vous lundi. S'il plaît à Dieu, 20h. Voilà, on comprend pourquoi vous avez hésité. Merci, Julien Berthe-Bissaye. À très bientôt, Julien Berthe-Bissaye. Voilà. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir.